Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'intéresse à la tuberculose pour débattre dans un deuxième temps du BCG. La tuberculose est hélas encore un sujet d'actualité, mais qui ne fait pas la une des médias. Si la variole est éradiquée à l'échelle planétaire, c'est loin d'être le cas de la tuberculose qui continue même en France, avec environ 500 morts par an. C'est 500 fois plus que la rougeole. On estime que celle que l'on surnomme la peste blanche a tué plus de 200 millions de personnes dans l'histoire de l'humanité. La tuberculose ne frappe pas par hasard. Michel Georget explique qu'elle atteint principalement les classes pauvres lorsqu'il y a des problèmes d'hygiène, de logement ou d'alimentation. Il est intéressant de noter que dès les années 50, on observe que les hommes sont plus touchés que les femmes alors qu'ils sont beaucoup plus vaccinés à cause de l'armée. Un rapport de l'Institut de veille sanitaire français indique que les personnes sans domicile fixe ou celles nées à l'étranger sont particulièrement victimes vu leur précarité de logement. Michel Delorgéril ajoute d'autres facteurs de risque dont la promiscuité, comme en prison, le diabète, le tabac et l'alcoolisme. Un peu d'histoire. Pour lutter contre la tuberculose, on construit en France dès 1861 des sanatoriums, des lieux qui permettent à la fois d'isoler le malade et de lui assurer du repos dans un endroit sain rempli d'air et de lumière. En 1882, l'Allemand Robert Koch découvre la bactérie responsable. Il lui donnera son nom, le bacille de Koch. La plupart du temps, la rencontre avec la bactérie passe inaperçue, mais dans 5 à 10%, le bacille va rester dans le corps de façon latente et va se réveiller un jour en déclenchant la maladie qui peut alors se présenter sous diverses formes, la plus fréquente étant la tuberculose pulmonaire. Aujourd'hui, on soigne à l'aide d'antibiotiques, mais le bacille est résistant chez les immunodéprimés qui en sont les premières victimes. Une dernière information, la tuberculose n'est pas une maladie immunisante, on peut donc l'attraper plusieurs fois. Parlons à présent du vaccin, le fameux BCG. B pour bilier, car fabriqué sur de la bile de bovin, C et G pour Calmette et Guérin, les inventeurs. Il est mis au point en 1921. C'est toujours le BCG qu'on utilise aujourd'hui, donc un siècle après sa mise au point. Il fut rendu obligatoire en France pour les enfants en 1950, il ne l'est plus depuis 2007, mais on continue pourtant de le conseiller dès l'âge d'un mois, avec une injection intradermique pourtant difficile à faire à cet âge-là. Entrons à présent dans le débat. Le BCG est-il efficace? Du côté des pro-vaccins, ce n'est pas le grand enthousiasme. Dans une récente synthèse très détaillée de l'INSERM, on peut lire ceci. On reconnaît aujourd'hui l'impact tout relatif du BCG sur l'infection tuberculinique dans le monde industrialisé. Le professeur Didier Raoult, dont on connaît le franc-parler, est plus direct. Son efficacité est proche de zéro. Il doute de l'utilité du BCG comme de l'utilité de tous les vaccins contre des maladies qui n'offrent pas d'immunité. Et ce, parce que le fonctionnement des vaccins traditionnels repose justement sur ce principe d'immunité. Même la doctoresse Christelle Guével-Delarue, qui consacre tout un ouvrage à promouvoir la vaccination auprès des médecins, réserve moins d'un quart de page au BCG sur les 194 pages du livre. C'est tout dire. Du côté des opposants à la vaccination, c'est l'avalanche d'arguments. Pour démontrer son inefficacité, prenons d'abord le témoin du temps. Que s'est-il passé avant et après la vaccination sur une longue durée? Dans ce graphique allemand, on constate que la mortalité chutait depuis fort longtemps et que la vaccination n'a pas accentué cette baisse comme elle aurait dû le faire si elle avait été efficace. Si vous préférez, j'ai la version anglaise, américaine, autrichienne, celle du Danemark ou de la Norvège. Prenons maintenant le témoin de l'espace, par exemple deux pays proches. L'un vaccine, comme la France, et l'autre pas du tout, comme les Pays-Bas. On voit ici que les Pays-Bas ont de bien meilleurs résultats que nous. Enfin, regardons la plus grande étude menée par l'OMS, une étude sur plus de 300 000 personnes en Inde pendant 4 ans. Certains recevaient le BCG, d'autres le placebo. Conclusion de l'OMS, le BCG n'a conféré aucune protection particulière. Mais allons plus loin dans le débat. Le vaccin est-il inoffensif? D'abord, difficile de passer sous silence le drame de Lübeck en Allemagne en 1930. Le BCG a entraîné la mort de 72 bébés dans un hôpital, alors que les bébés qui n'avaient pas été vaccinés n'ont pas attrapé la tuberculose. Il s'agissait d'un accident lié à la mauvaise qualité du vaccin. Le docteur Buchwald, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur la variole, accuse clairement le BCG d'avoir été contre-productif. Il s'appuie sur de nombreux exemples, comme celui de la RFA, où la baisse de la mortalité s'est ralentie après l'utilisation massive du BCG. Car l'un des risques du BCG, c'est de transmettre la tuberculose si le virus atténué injecté se réveille. Sanofi Pasteur, le fabricant du BCG, annonce que les effets secondaires vont de la simple fièvre à la syncope. Pour finir, parlons tout de même du test tuberculinique. La lecture du témoignage de Bernard Guenbeau est effarant.
Il faut rappeler que pour vérifier si un sujet a eu par le passé une primo-infection à la maladie, ou pour vérifier l'efficacité du vaccin sur un sujet déjà vacciné, on peut procéder à un test tuberculinique et l'on guette alors la QT réaction. Bernard Guenbeau nous détaille ce qui lui est arrivé lors d'un simple test tuberculinique pratiqué à l'école fin des années 50, ainsi qu'à ses 3 camarades qui étaient derrière lui. Ils ont hélas tous les 4 développé la tuberculose quelques jours après. Le BCG n'est donc plus obligatoire en France. Au regard de tous les éléments exposés dans cette vidéo, on comprend mieux pourquoi. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de familles dont les médecins zélés proposeraient le BCG, afin qu'elles fassent un choix, disons, plus éclairé.